merci de votre patience. Donc, merci d'abord et surtout à Cristina Figueiredo et Michel Carassou, que nous avons le plaisir d'accueillir, à la fois en voisins, auteurs, et tout en remerciant le public nombreux qui est venu ce soir. Et donc, je vous passe tout de suite la parole, eu égard à mon incompétence en la matière. Merci. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Michel Carassou, qui est l'éditeur des éditions Non-Lieu, pour présenter l'édition et la collection Entre Rives. Je ne garderai pas la parole très longtemps, puisque il s'agit de votre livre et nous parlerons plus longuement de votre livre. Mais je dirais quand même quelques mots sur le contexte dans lequel il est publié. Les éditions Non-Lieu existent depuis 2005. Elles ont pris la suite des éditions Paris-Méditerranée, qui étaient déjà fortement tournées vers le Maghreb et plus largement la rive sud de la Méditerranée. Dans le cadre des éditions Paris-Méditerranée, nous avions déjà un ensemble de livres sur le monde berbère. Nous avions publié le dernier texte de Taha sur la Kabylie. Nous avions publié aussi et déjà des poèmes d'Awad, le grand poète touareg, et en particulier le coude grinçant de l'anarchie. Les éditions Paris-Méditerranée ont laissé la place aux éditions Non-Lieu, qui ont continué dans la même voie, mais pas tout à fait quand même, dans la mesure où il était beaucoup plus difficile de travailler avec les éditeurs du Maghreb qu'il l'avait été dans la période précédente. Donc, Non-Lieu, c'est toujours une orientation vers le Maghreb, le monde méditerranéen, un peu plus vers les Balkans et la Roumanie, et des ouvrages plus généraux. Dans ce contexte, nous avons toujours une orientation vers le monde berbère. Nous sommes en particulier et de plus en plus l'éditeur de Tassadit Yassine. Et nous publions aussi cette collection, la collection Entre Rives, que dirige Hélène Clodo Awad. Et la passation s'est faite facilement d'Awad vers Hélène Clodo Awad, d'autant plus que j'avais autrefois été éditeur au CNRS et donc j'avais gardé des liens avec l'IREMAM d'Aix-en-Provence. C'est dans ce contexte qu'Hélène nous a proposé cette collection qui nous a paru tout à fait intéressante. Une collection entre rives, entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Comme Hélène n'est pas là, je vais quand même lui donner la parole pour vous lire la présentation qu'elle avait faite de cette collection. Cette collection s'intéresse à tous les espaces sociaux qui s'élaborent aux marges des cadres établis, à tous les itinéraires situés à la charnière de logique et de pratiques jugées incompatibles, à toutes les formes d'expression et d'initiative qui émergent dans les interstices de l'ordre dominant, à tous les mondes qui essaient de se frayer un chemin entre les pôles hégémoniques et forment le lien fluide qui relie les rives.
ceux qui la connaissent reconnaîtront bien Hélène à travers ce texte. Alors, dans cette collection, nous avons publié à peu près un livre tous les ans. Le premier était un ouvrage collectif, arabe ou berbère, le tango des spécialistes, un sujet assez brûlant pour que le livre soit assez vite épuisé. Bon, je n'ai pas en tête tous les titres. Nous avons un livre sur l'adoption entre le Maghreb et la France. Nous avons un titre sur les orphelins de Constantine, des orphelins qui sont venus dans un village de Haute-Savoie où ils ont été accueillis. C'était dans les années juste avant la guerre d'Algérie, et ce fut une expérience extrêmement riche, aussi bien pour ces enfants que pour les familles qui les ont accueillis. Alors, je ne voudrais pas oublier de titres importants. Nous avons un livre sur les Pères blancs en Algérie, un livre qui est extrêmement illustré par les photos prises par les Pères blancs eux-mêmes. Et Hélène, qui a écrit le texte d'accompagnement, montre le mimétisme qui se produit entre ces religieux et la population dans laquelle ils cherchent à être profondément implantés. Nous avons aussi publié les photographies des Touaregs de La Hagar, le livre de Marceau Gast, qui fut d'abord un instituteur dans ces régions et qui fut ensuite un grand chercheur au CNRS. Et j'étais heureux d'éditer ce livre qui lui rendait hommage. J'oublie certainement des titres importants, mais on va passer à celui de Christina, Apprendre et aimer en pays touareg. Et je crois qu'elle est la mieux placée pour en parler. Donc je lui passe la parole. Bien, merci Michel pour cette belle présentation, pour les paroles d'Hélène qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, hein, que nous saluons à distance. Et donc je vais vous dire un petit peu d'où vient ce livre et comment il est arrivé ici. C'est une très longue histoire qui a démarré en 1989. Puisque c'était mon premier voyage au Maroc, j'étais très jeune, et notamment dans l'Atlas marocain. Et il faut savoir que je suis d'origine portugaise, bien que scolarisée en français. Et en fait, je me suis vite rendu compte par ce voyage dans l'Atlas marocain qu'il y avait quelque chose dans ce peuple berbère qui finalement était tellement identique à ce que je pouvais voir au Portugal que finalement j'ai été assez... j'ai pas du tout été en pays inconnu. J'étais complètement, pour moi, dans une terre qui ressemblait un peu, quelque part, à la terre de mes propres ancêtres. Mais cependant, alors que j'entamais des études déjà en ethnologie, en anthropologie, j'avais envie de plus d'exotisme, et comme j'étais aussi très intéressée par l'histoire, et notamment l'histoire coloniale, j'avais plutôt envie d'aller vers l'Afrique lusophone à la base. Et finalement, en 1990, là encore, je me suis retrouvée avec des amis qui m'ont emmenée en Kabylie,
et jusqu'à Tamanrasset. Et pour moi, Tamanrasset, c'était justement la frontière qui allait me permettre ensuite d'aller en Guinée-Bissau. J'avais très envie de parler de ce colonialisme portugais qui n'était pas du tout décolonisé. Et du coup, j'avais essentiellement envie de travailler sur les femmes, ça c'était sûr, les femmes en Afrique et de préférence en effet en Afrique lusophone. Et quand je suis arrivée à Tamanrasset, j'ai rencontré les Touaregs. Après avoir rencontré les Berbères du Maroc, puis les Kabyles, là je me trouve à rencontrer les Touaregs et surtout à être accueillie dans des tentes de femmes, tenues par des femmes, accueillis par des femmes et avec des hommes qui étaient là mais qui étaient effacés. Et en fait, c'était l'opposé de ce que j'avais vu au Maroc et en Kabylie. Et ça m'a interpellée. Quelqu'un qui voulait travailler sur les femmes et sur le statut des femmes, évidemment, quand on arrive dans un pays dit musulman, dans un peuple nomade, pour lequel je n'avais strictement aucune fascination, étant pas d'origine française, je n'avais pas du tout de fascination pour les soi-disant hommes bleus, les nomades du désert, etc. Mais par contre, j'ai été complètement interpellée par cette posture féminine qui était finalement totalement étrangère à ce qu'on ne pouvait lire finalement sur ce monde du Maghreb, avec la domination masculine, avec en effet une oppression des hommes sur les femmes, etc. Et là, j'avais même plutôt l'impression d'assister à l'inverse, puisqu'on avait plutôt des hommes effacés et des femmes totalement mises en avant, qui font la conversation, qui ne cuisinent pas. Ce sont les hommes qui s'agitent pour préparer le repas, pour égorger les animaux, pour faire le thé, et les femmes sont là, installées, vous accueillent, vous font la conversation, etc. J'avais beaucoup aimé mes séjours chez les Berbères du Nord, mais si je voulais converser avec la femme, j'allais dans les appartements des femmes. La place publique, elle était réservée aux hommes. Là, on avait l'impression que c'était les hommes au fourneau et les femmes à l'accueil de l'étranger. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé là où je trouvais qu'il fallait faire quelque chose avec cette posture féminine. Et que finalement, je n'avais peut-être pas besoin d'aller jusqu'en Guinée-Bissau, en Angola ou en Mozambique, que j'avais là un terrain de recherche absolument passionnant pour une apprentie ethnologue. Et ça m'a été confirmé finalement par des femmes qui m'ont accueillie dans cette Hogar, c'est la Hagar, et qui, lors d'un séjour, m'ont dit, par l'intermédiaire d'un homme, qui parlait le français, puisque je ne parlais pas encore le touareg à l'époque. Je viendrai à l'apprendre ensuite. Et qui m'ont dit à cette jeune femme qu'elle sera toujours la bienvenue. Et alors, pour moi, j'ai entendu finalement un message qui faisait que, finalement, ce terrain, c'est le terrain sur lequel je vais travailler ensuite. Déjà, en 1990, à Tamanrasset, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réfugiés touaregs qui venaient du Mali, du Niger, etc. Je me suis beaucoup intéressée finalement, je suis restée peu de temps à Tamanrasset, 1 mois, mais ça m'a donné l'occasion quand même de me rendre compte qu'il y a cette posture féminine, ces femmes, cette société à part dans le monde finalement, et en même temps une crise politique, une grave crise politique. Alors ça aussi, ça ne m'était pas étranger parce que je suis fille d'exilés politiques et finalement tout ce qui est lié au politique, à la répression, etc. était quelque chose aussi qui m'interpellait. Finalement, tout cela se conjuguait pour faire un terrain, mais surtout
parmi ces jeunes réfugiés que je rencontrais à Tamanrasset et que j'ai re-rencontrés ensuite 1 an et demi plus tard, en 1992, en retournant à Tamanrasset, j'avais l'intention d'aller à ce moment-là au Niger et au Mali, mais les frontières se sont fermées. Et je ne pouvais pas passer, donc je suis là, restée 3 mois dans la gare, pratiquement. Et je me rendais compte, en fait, qu'il y avait toute une jeunesse qui avait l'air complètement désemparée, qui circulait de maison en maison, qui essayait de trouver à s'occuper, mais qui avait des moments entre des grands moments d'euphorie et des grands moments de dépression, etc. Je voyais aussi que ces relations entre jeunes hommes et jeunes femmes étaient assez différentes finalement de ce que j'avais pu observer 1 an et demi avant. Et là, je me suis dit, en fait, entre-temps, j'avais quand même lu beaucoup de choses. Notamment, j'ai découvert le travail d'Hélène Clodo-Awad. Notamment, j'ai découvert la poésie et les positions politiques de Rawad, qui, pour moi, étaient complètement, finalement, dans la fibre dans laquelle moi-même j'avais grandi. Et j'avais aussi, évidemment, lu plein d'autres auteurs qui ont travaillé sur les Touaregs, mais j'ai surtout vu que les femmes qui écrivaient sur les Touaregs écrivaient de manière différente que les hommes. Et elle montrait bien, en fait, ce pouvoir féminin chez les Touaregs totalement particulier. C'est pas juste les femmes, voilà, sont belles, sont là pour représenter le peuple, etc. Non, ce sont des femmes avec une parole, avec des pouvoirs politiques, un fort pouvoir économique, etc. Et quand j'observais ces jeunes Touaregs à Tamanrasset, notamment, j'étais très interpellée par leurs attitudes qui ressemblaient beaucoup plus finalement à des attitudes que j'avais observées dans le nord de l'Algérie, dans le nord de la Tunisie et au Maroc. Et donc ma question, dès lors, a été comment une société en crise, dans un monde à forte domination masculine, peut-elle continuer à pérenniser des valeurs exceptionnelles dans cet espace géographique qui sont finalement des valeurs où le féminin est valorisé, pas plus que le masculin, mais il est valorisé, il a une place. Et manifestement, dans cette société, il n'y a pas de domination masculine. Mais quand il y a crise politique, quand ces jeunes, tout d'un coup, ne reçoivent pas cette éducation touareg, quand ces jeunes sont du coup obligés de partir en exil dans des pays à forte domination masculine, la Libye, le nord de l'Algérie, qui ont fait même des guerres en Syrie, puisqu'ils ont été recrutés à travers l'armée libyenne pour aller faire la guerre au Moyen-Orient, etc. Comment ces jeunes, de retour chez eux, peuvent-ils continuer ou savent-ils continuer finalement à avoir cette posture où les femmes finalement sont respectées, éduquées, etc. Donc j'ai voulu travailler là-dessus. J'ai voulu travailler sur la manière dont une société se pérennisait déjà d'une part, mais se pérennisait dans une situation de crise, des crises politiques, des crises climatiques, puisque la société avait vécu de plusieurs grandes sécheresses, notamment en 1973 et en 1984. Et puis aussi, en effet, elle souffrait aussi d'un regard colonial qui la plaçait dans une situation très inconfortable, puisque les Touaregs étaient perçus comme des guerriers sans toit ni loi, qui étaient capables finalement de se mettre dans des situations politiques au point qu'il fallait les réprimer. Et ça, depuis en fait la colonisation, il y avait une ambivalence finalement de l'ancien colonisateur, la France, qui était à la fois de se dire ce peuple est à part, il faut le traiter à part, etc. Ça doit être... il y en avait même qui disaient que c'était, qui ressemblait tellement à la noblesse française qu'on se demandait même si ce n'était pas d'anciens croisés perdus dans le désert. Donc il y a eu tout un tas d'histoires absolument phénoménales qui ont finalement fait grandir une sorte de fascination vers ce peuple.
Et en même temps, le colonisateur avait très peur de ce peuple, qu'il considérait plus intelligent que les autres, etc., et qu'il fallait du coup mater, parce que si on leur donne trop d'éducation occidentale, entre guillemets, ils vont prendre le pouvoir, et donc ils vont finalement nous sortir de ces territoires qu'on veut garder. Donc il y a eu une véritable position ambivalente qui s'est confirmée au moment de la décolonisation, puisque au moment de la décolonisation, les Touaregs se sont retrouvés divisés entre 5 États-nations. Donc en fait, on voyait qu'il y avait eu d'innombrables crises politiques, une forte répression vis-à-vis des Touaregs, avec de nombreux assassinats. Et dans ces années 1990, on peut quasiment parler de génocide, puisqu'il y a eu des campements entiers qui ont été, en effet, par ces États-nations dans lesquels les Touaregs ont été divisés, qui ont été exterminés. On a fait en sorte d'exterminer les animaux, etc. Mais cependant, il y avait une résistance, et il y a toujours, j'espère, au fond, une résistance dans ce peuple qui a continué, malgré tout, à essayer, grâce à des grandes figures, notamment Ali Agha Tahir-Insar, par exemple, de se dire il faut absolument reprendre les rênes de notre territoire, de notre éducation, tout en récupérant aussi de l'éducation de cette colonisation française et post-colonisation par les États africains dans lesquels ils étaient séparés, etc. Donc il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre d'un éveil à la fois apprendre les valeurs fondamentales de la société et en même temps apprendre aussi d'autres schémas éducatifs, politiques, etc., pour pouvoir continuer à exister dans ce monde. Et ce, malgré tous les bâtons dans les roues qui ont été mis aux Touaregs. Mais il y a eu tellement de répression, et du coup, ça a créé tellement de traumatismes. Il n'y a pas une seule famille Touareg qui n'ait pas eu un parent assassiné, qui n'ait pas eu un parent exterminé, soit dans les années, pendant la colonisation, soit dans les années 60 au moment de la décolonisation, soit dans les années 70-80 au moment des sécheresses, soit dans les années 90 au moment de nouvelles répressions, parce qu'il y a eu des rébellions Touareg à ce moment-là. Et là, il y a eu Kadhafi qui s'y est mis, puisque Kadhafi, du coup, a dit aux Touaregs « Venez chez moi, je vais vous armer. » Et je vais faire en sorte de vous aider à libérer votre pays. Mais en fait, tout ça, en effet, c'est de l'histoire, vous pouvez le lire, mais vous aurez évidemment beaucoup d'autres versions qui circulent, comme la fameuse version comme quoi les Berbères sont une construction coloniale, etc. Le sujet du livre, il présente en effet ce contexte. Mais je pense que du fait de ma double formation en sciences de l'éducation et en anthropologie, j'ai voulu dans ce livre montrer quelque chose de différent de ce qu'on présente de ces nomades Touaregs, qui est d'un côté une espèce de fascination pour soi-disant une société matriarcale où la femme domine tout le monde et c'est elle qui a le pouvoir, etc. Donc il faut savoir qu'en anthropologie, on ne parle pas de matriarcat et qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de femmes, il ne s'agit pas de domination féminine. Et d'un autre côté, finalement, une société qui embête tout le monde et qui a toujours embêté tout le monde parce qu'elle est là, elle est dans une région avec plein de ressources, on aimerait bien exploiter ces différentes régions, tant l'Adar que l'Aïr, etc., parce qu'il y a du nucléaire, parce qu'il y a de l'or, parce qu'il y a des ressources, etc. Mais depuis la colonisation, ces Touaregs embêtent drôlement. Alors, la question était de savoir comment cette jeunesse, elle s'en sort au milieu de tout ça, et au milieu de tous ces paradigmes. Du traumatisme, donc comme je le disais, dans toutes les familles, il y a des morts, soit par l'ancien colonisateur, soit par les différentes répressions politiques, soit par la sécheresse, etc. Il y a eu des appels
pour venir sauver le peuple, mais finalement Kadhafi, il n'a pas fait mieux que les autres. Et du coup, quand on revient dans son pays, alors qu'on a passé une partie de son adolescence, de sa jeunesse, dans des pays à forte domination masculine, comment finalement appréhender les relations hommes-femmes dans cette société où les femmes sont tant respectées. Et donc j'ai vu des jeunes dans des souffrances psychiques absolument violentes, au point de se laisser mourir, donc des dépressions au point de se laisser mourir, développant des psychopathologies très graves, parce que finalement, quand ils revenaient dans leur société, ils revenaient avec des conceptions qui étaient complètement antagonistes à leur propre société. Ils voulaient finalement revenir comme des héros et être accueillis comme des héros et que les femmes soient là, dominées, mais ça c'est pas possible en pays touareg. Ils voulaient finalement imposer aussi leur vision à leurs aînés. Or, il y a quand même une tradition où, comme on dit en touareg, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Donc la relation aîné-cadet, elle est extrêmement importante. Et puis, c'est surtout qu'ils n'arrivaient pas à imposer la domination masculine par laquelle ils avaient été influencés dans les pays dans lesquels ils avaient séjourné. On s'est retrouvés finalement avec une jeunesse qui, à la fois, chantait les fameux Ishumar, qui font de la poésie avec des chants qu'on pourrait dire un peu guerriers, mais guerriers contemporains, qui disent leur mal-être dans ces chants et dans ces poèmes. Et puis, une autre partie qui, du coup, pour noyer leur désespoir, finalement, errait de ville en village, fumant, buvant, et puis, aujourd'hui, s'islamisant et intégrant finalement les groupes djihadistes. Et donc, ce livre, finalement, il montre de quelle manière il y a eu, dans ces années 90-2000, un passage considérable qu'on ne peut pas rater si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle finalement d'une société islamiste, d'un djihad au Sahara, etc. Et en fait, on ne peut rien comprendre. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit d'une jeunesse désemparée qui a cherché des moyens de survivre au milieu de tout ça. Et pour le comprendre, eh bien, il fallait passer par quelque chose qui paraît évident en sciences de l'éducation et beaucoup moins en anthropologie, qui est de cerner la manière dont une société transmet ses valeurs, c'est-à-dire l'éducation. Et c'est pour ça, finalement, que, par imprégnation, en apprenant la langue, mais surtout d'abord à l'école des langues orientales, et ça c'est une petite anecdote que je mets au début du bouquin, puisque je suis allée à Nilalco pendant 1 an et demi pour apprendre le touareg, donc j'étais absolument convaincue que ça y est, on allait me comprendre. Et puis au bout de quelques semaines de terrain au Mali, j'entends des femmes qui arrivent dans une des maisons dans laquelle j'étais accueillie et qui disent « Ah, mais tu reçois une étrangère ». Donc je le comprenais quand même correctement. Et la femme qui m'accueillait a dit « Oui, je reçois une étrangère ». Et elle parle le touareg. Et cette hôte dit « Oui, elle parle beaucoup, mais on ne comprend rien de ce qu'elle dit ». Et donc, je me suis rendu compte en tant que jeune apprenti anthropologue qu'il ne s'agit pas d'être à l'université pour comprendre une société, pour parler sa langue, qu'il faut être sur le terrain, qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, de s'imprégner dans la société, d'apprendre la langue en situation et de vivre sur la longue durée. Donc mon premier terrain, il a duré 11 mois. 11 mois où j'ai vécu chez les Touaregs du Mali, d'abord chez les Imidés d'Arène, dans la région du Gourma, parce que mon directeur de thèse, qui était Pierre Bonte, qui avait travaillé sur les Touaregs d'abord au Niger, puis ensuite il a travaillé en Mauritanie chez les Maures,
m'avait dit maintenant au Mali ça s'est calmé, donc on est en 1994, ça s'est calmé, vous allez pouvoir travailler tranquille au Mali. Et au bout de 3 mois de terrain, nouvelle rébellion et répression qui éclate au Mali. Et donc j'ai pendant toutes ces 11 mois de terrain finalement assisté à ce que c'était que de la rébellion, à ce que c'était que de la répression. Et j'ai fui avec les Touaregs, je me suis réfugiée dans les mêmes endroits où ils se sont réfugiés, etc. J'ai recueilli énormément de récits à ce moment-là. Donc vraiment un terrain d'anthropologue, mais qui a été en plus imprévu, puisque moi j'avais prévu de faire l'anthropologue dans le village ou dans le campement avec son carnet de notes et d'observer finalement l'éducation des enfants, les femmes, de enregistrer des contes, des chansons. Et non, je me suis retrouvée finalement à enregistrer des gens qui étaient désespérés par la situation qu'ils vivaient, par la répression qu'ils vivaient, etc. Donc à mon sens... Et puis ensuite, j'ai fait d'autres terrains, évidemment, puisque ces terrains ont duré, comme je le dis, entre 1990 et 2005. En 2005, lors de mon dernier séjour, mes amis Touaregs en Hadar m'ont dit « Maintenant, tu reviens, que quand on dit que tu peux revenir, c'est beaucoup trop dangereux, il va y avoir des kidnappings, surtout les Européens, etc. Là, maintenant, ça rigole plus du tout, c'est plus comme avant. Jusqu'à présent, finalement, j'ai été protégée du fait de mon statut de femme, parce que c'est des questions souvent qu'on m'a posées, mais en tant que femme, comment vous avez fait pour voyager ? Justement, chez les Touaregs, c'est absolument facile en tant que femme de voyager. On est complètement prise en charge du début jusqu'à la fin. Et puis, en tant qu'Européenne, c'est en effet très compliqué finalement de venir dans cette région au risque de subir des violences, des kidnappings, etc. Alors je pense que ce livre est un témoignage aussi d'une société qui fondamentalement témoigne de choses que vous voyez actuellement. Quand je vous parle de cette jeunesse désemparée, vous pouvez, en sortant ici, voir toute cette jeunesse désemparée que vous voyez dans la rue, de ces jeunes à la fois sans papier, ces jeunes migrants, de ces jeunes issus du Maghreb aussi, beaucoup, qui viennent ici et qui sont complètement déchirés entre la volonté, en effet, de vivre en Occident et de vivre libre, de se détacher finalement d'obligations familiales qu'ils ont et d'une obligation, une injonction à la domination masculine, il ne faut pas l'oublier. Qu'il y a aussi cette injonction à la domination masculine. Et en même temps, qui ont envie de s'affirmer en tant qu'hommes et qui sont dans une espèce de virilité surexposée, etc., comme on peut le voir. Donc, vous voyez, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les rues de Paris et ailleurs, moi, je l'ai vu 30 ans avant, là-bas, dans le nord du Mali, dans le sud de l'Algérie et dans le nord du Mali. Et c'est pour ça que je pense que ce livre est vraiment un témoignage de quelque chose qui est aujourd'hui ce qu'on voit, ce ne sont que les conséquences finalement d'une détérioration de ces crises politiques et économiques qui ont empêché finalement que ces jeunes reçoivent l'éducation touareg qui s'appuie sur une chose fondamentale: les relations hommes-femmes doivent être harmonieuses. Il n'y a pas de domination masculine, il n'y a pas de domination féminine. Les rôles doivent être complémentaires. Il n'y a pas non plus de division sexuelle du travail tranchée. Ça, c'est toute la première partie du livre, finalement, où je montre que, en effet, les petites filles sont élevées pour devenir des petites filles et les petits garçons sont élevés pour devenir des petits garçons. Mais ça, c'est que de la théorie. Parce qu'en pratique, et surtout dans une société nomade, où des fois les hommes sont obligés de partir et les femmes se retrouvent toutes seules, où il y a des femmes qui ont envie d'aller au puits et d'avoir des rôles masculins, etc., ces rôles, il n'y a pas de frontières rigides entre ces rôles, finalement. En pays touareg, j'ai vu des femmes égorgées. Demandez en effet à des personnes que vous connaissez qui sont de confession musulmane si les femmes ont le droit d'égorger. On vous dira, non, en islam, les femmes n'égorgent pas. Bon, en pays touareg, les femmes égorgent.
soit parce qu'il n'y a pas d'hommes dans le campement, soit parce que les hommes qui y a dans le campement détestent égorger. Donc, il y a toute une initiation des enfants à, l'égorgement des animaux, le sacrifice animal doit être pratiqué par les garçons, etc. Et c'est une initiation importante pour les adolescents. C'est un passage très important pour les adolescents, la capacité d'égorger. Mais cependant, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas égorger et pratiquer le sacrifice animal. Et pareil, pour ce qui est des rôles féminins, on peut tout à fait avoir des hommes qui ont été élevés comme des hommes, etc., avec une division sexuelle du travail qui est dite, là, ces tâches-là, c'est plutôt des tâches masculines, et pour autant, eux, ils sont plutôt à faire des tâches féminines, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans cette société, en tous les cas, ne pose absolument aucun problème. Mais quand ces jeunes qui ont grandi dans les pays à forte domination reviennent et qu'ils voient un homme cuisiner, par exemple, ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ta femme qui doit cuisiner ?» Je dis « Non, on est chez les Touaregs. Chez les Touaregs, c'est même plutôt les hommes qui cuisinent. » Comment ça, il y a une femme qui sacrifie un animal? Mais est-ce que du coup, il est halal? Est-ce que finalement, je peux manger cette viande qui a été sacrifiée par une femme? Je dis « Oui. » Et donc, vous voyez, tous ces jeunes se retrouvent complètement confrontés à une société où toute cette théorie, ces frontières figées du masculin et du féminin, ces frontières du genre, qui sont extrêmement importantes dans les pays dans lesquels ils ont vécu et qui sont, comme dans la collection Entre Rives, qui sont complètement fluides en pays touareg. Et cette fluidité dont on parle aujourd'hui, la fluidité du genre, la fluidité du rôle, etc., il fallait le vivre en pays touareg pour le comprendre. Donc pareil, il y a quelque chose qui apparaît aussi beaucoup dans le livre, c'est cette parole féminine qui est là, ce sont ces femmes qui prennent de la place, ce sont ces femmes qui finalement ont des très fortes personnalités, qui s'affirment, qui refusent tout un tas de choses parce que soi-disant ça vient de l'islam, etc. En pays touareg, il est rarissime, par exemple, de voir des coépouses. Enfin, ils sont musulmans, ils peuvent épouser plusieurs femmes, mais la plupart du temps, quand un homme dit qu'il va épouser une deuxième femme, la première, elle part. Et en fait, une femme qui part, c'est un homme qui se retrouve sans habitat. Parce que la plupart du temps, dans la plupart de ces sociétés plutôt, sauf dans certaines sociétés Iwulemeden au Niger, et je crois que c'est les seuls d'ailleurs, où là l'habitat appartient aux hommes, l'habitat en pays touareg appartient aux femmes. Donc une femme qui se sent déshonorée par l'attitude de son mari, elle part et elle laisse son mari sans toit, sans repère. Du coup, un homme sans toit, c'est un homme qui ne peut pas recevoir, donc c'est un homme qui n'a plus de place publique et qui ne peut plus, du coup, participer à la vie collective, etc., parce qu'on le considère comme un adolescent qui n'a pas de foyer. Donc vous voyez à quel point ces jeunes qui sont partis sans avoir finalement cette éducation sont désemparés quand ils observent ce genre d'attitude en pays touareg. C'est peut-être un peu long, je vais laisser quand même la parole aux gens qui ont envie peut-être de poser des questions et que j'aille un petit peu plus loin dans les explications par rapport à des questions que vous vous posez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la situation dans cette société est absolument dramatique. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important à savoir. Moi, je continue à être en contact avec tous les gens là-bas. Il y en a qui viennent ici. Et finalement, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que malgré tout, cette identification finalement à une mode islamiste, si je puis dire, elle commence à bien marcher depuis plusieurs années. Et oui. Et que du coup,
ayant été finalement lâchés par tout le monde. Les Touaregs ont été lâchés par tout le monde. D'accord. Ils n'ont pas eu l'appui de la France au moment de la décolonisation, ils ont été réprimés par les États-nations, ils n'ont pas eu l'appui de la France là quand il y a eu Barkhane, etc. Et donc au bout d'un moment, ils se retournent vers qui? Vers d'autres promesses. Et ces autres promesses aujourd'hui, ce sont les promesses en effet qui viennent des pays du Golfe et qui viennent de toute cette mode finalement d'identité, d'une identité musulmane, entre guillemets, bien entendu, et ça, peut-être que des gens poseront des questions à ce sujet-là. Et donc, voilà où vous voyez, comme dans le livre, et vous en verrez d'autres à l'intérieur, comme dans la couverture du livre, des femmes qui étaient à peine voilées, juste par... En fait, ces voiles, c'est plutôt de l'élégance et de la beauté, c'est pas du tout pour cacher leurs atours, comme c'est dit dans certains textes au sujet du voile féminin musulman. Et d'ailleurs, plusieurs fois, les Touaregs répétaient mais c'est plutôt à nous de respecter les femmes et de ne pas les déshonorer, c'est pour ça que nous nous voilons, etc., nous les hommes. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui où vous voyez des femmes qui sont totalement voilées, qui sont dans des injonctions à des modes qui viennent du Golfe, à des hommes qui prennent des coépouses, et notamment dans les villes, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils sont devenus fonctionnaires, parce qu'il faut faire comme les collègues des autres sociétés qui ont l'habitude de prendre des coépouses, etc. Parce que du coup, ça montre aussi qu'ils ont le moyen de subvenir à plusieurs foyers. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois ce pincement au cœur de se dire, mais une société qui était une société quasiment modèle dans les relations hommes-femmes. Françoise Héritier était dans mon jury de thèse. Elle était absolument abasourdie par le fait qu'il y ait une exception à la domination masculine universelle comme invariant anthropologique sur lequel elle a tant écrit en se disant mais alors donc les Touaregs seraient l'exception à la règle finalement, hein, où cette domination masculine n'est pas universelle parce que derrière il y a des sociétés comme les Touaregs. Donc j'avais une petite anecdote qui durant ma soutenance de thèse. Et donc, il y avait aussi Hélène Clodo-Awad, il y avait Pierre Bonte, il y avait Nicole Belmont, Camille Lacoste du Jardin, une spécialiste, elle, du nord de l'Algérie, et Françoise Héritier, et qui quand même, bien entendu, je le dis avec toute mon amitié que j'avais pour Françoise Héritier, essayait de défendre sa thèse de domination masculine universelle et me dit pendant la soutenance de thèse, enfin, vous dites quand même, là, par exemple, dans ce cas, d'ailleurs que j'ai repris ici, que cette jeune fille, elle a été mariée très jeune à un monsieur beaucoup plus âgé, par respect pour son père qui lui a proposé ce monsieur, etc. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même là un pouvoir. Et je lui ai dit, mais c'est un pouvoir d'aînesse et non pas un pouvoir masculin, puisque les jeunes garçons qui acceptent la proposition de mariage de leurs parents, ils sont aussi soumis à ce pouvoir d'aînesse. Donc ce n'est pas de la domination masculine, mais on pourrait dire une domination d'aîné sur cadet. Voilà. Et donc, voilà les discussions qu'on pouvait avoir autour de cette société avec des exemples absolument remarquables, notamment aussi quelque chose d'autre d'exceptionnel, et ça c'est plutôt en sciences de l'éducation qu'en anthropologie qu'on le dit. Dans cette domination d'aînés vers les cadets, la plupart des anthropologues qui travaillent sur l'enfance montre que le dressage des enfants est un universel et que dans la plupart des sociétés du monde, on frappe les enfants pour les éduquer, ou en tous les cas, on les domine. Or, qui a vécu dans les sociétés touaregs et qui a eu la chance de voir que c'est une société qu'on pourrait dire aujourd'hui, avec des mots à la mode, dans une éducation positive, c'est ça qu'on dit aujourd'hui, c'est pas du tout nouveau en fait. Les Touaregs, ils ont toujours pratiqué ça. On ne touche pas un enfant, on ne le frappe pas, on ne le dresse pas, un enfant. Un enfant, et donc j'ai écrit un article dans un autre livre qui s'appelle « Afin qu'ils ne deviennent pas des ânes ». C'est un Touareg qui
m'a dit cette expression en touareg, c'est-à-dire qu'on ne frappe pas les enfants afin qu'ils ne deviennent pas des ânes, c'est-à-dire afin qu'ils ne deviennent pas des bêtes. Si on veut élever des enfants, c'est pour en faire des êtres humains. Et si on veut en faire des êtres humains, c'est pas en les frappant qu'on va faire des êtres humains, mais bien en leur expliquant la vie et en leur mettant au cœur du collectif et en leur permettant en effet même de prendre la parole dans le collectif. Dans des réunions très importantes, il y a des enfants, et si l'enfant veut prendre la parole, il suffit qu'il lève la main et qu'il dise « Awanak », ça veut dire « ceci c'est moi », et tout le monde se tait pour laisser cet enfant parler. Alors ça ne va pas durer des heures, il ne va pas y avoir un débat, etc. Mais en tous les cas, ça donne cette place à cet enfant qui est considéré quand même comme un être en devenir, mais que pour être un être en devenir, eh bien, il est là au milieu de la société pour finalement s'imprégner de cette société. Et l'adolescent et l'adolescente, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une éducation sexuelle chez les Touaregs et il y a des relations sexuelles chez les Touaregs. Il y avait, des relations sexuelles, mais je crois qu'il y en a encore avant le mariage, sauf qu'aujourd'hui, il ne faut pas le dire. Les adolescents, on dit, ce sont des gens qui sont en train d'atteindre. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'atteindre finalement Awad. C'est-à-dire, comment ? Ils vont atteindre finalement Amawadan, on dit. Amawad. C'est-à-dire qu'ils sont, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore complets dans leur éducation, qui sont en train de terminer leur éducation et qui sont en train d'atteindre un statut d'homme, un statut de femme, un statut dans la société qui va leur permettre de prendre la parole. Donc on dit Amawad finalement, celui qui est en train d'atteindre. Et donc je terminerai là-dessus, puisque j'ai mis en première page à mon fils Thiago en train d'attendre, parce que c'est un adolescent. Et surtout, je dis « Ekei Allah ». Alors je ne le dis pas en touareg. Dans le texte, je dis « À toi la lance », donc ça peut paraître hermétique. Mais « À toi la lance », « Ekei Allah » en touareg, c'est « À toi la lance », c'est une joute. Et quand on lance la lance à quelqu'un, on lui donne la parole, et il prend la lance, et il prend la parole. Et c'est ce que je voudrais vous donner aujourd'hui. Donc, Ekei Allah, à vous la parole. Alors, les questions. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Ça semble la société idéale, mais bon, vous avez vu quand mon inquiétude, c'est l'influence que peuvent avoir les Touaregs de l'islam. Parce qu'en fait, l'islam, c'est complètement opposé justement au matriarcat. Qu'est-ce qui va rester alors ? Comment ? Si cette influence prend le pouvoir, qu'est-ce qui va rester du matriarcat ? Alors, comme je le disais, en anthropologie, on ne considère pas qu'il y a de matriarcat, finalement. Oui. Excusez-moi du terme. Non, je vous en prie, mais c'est des termes qui sont complètement utilisés. Hein. Les Berbères du Nord, par exemple, ils parlent beaucoup de l'ancien matriarcat qui existait en Kabylie, etc., avec la Caïne, voilà. C'est-à-dire que oui, il y avait une considération du pouvoir féminin dans la société berbère en général, chez les Berbères en général, et c'est très clair chez les Touaregs, mais il n'y a pas de domination. Un matriarcat, c'est l'opposé du patriarcat. Aujourd'hui, le patriarcat qui est dénoncé, c'est le pouvoir des hommes sur les femmes, sur les cadets, etc. Un matriarcat supposerait un pouvoir des femmes sur, pareil, les hommes, etc. Alors des fois, les hommes touaregs, je me rappelle, lors de mes terrains, ils se plaignaient du pouvoir des femmes. Attention, hein, beaucoup. Mais cependant, ce sont plutôt des rôles complémentaires, finalement. L'islam, je ne suis pas une spécialiste de l'islam, évidemment. J'ai vécu dans une société musulmane. Certains pratiquaient tous les jours, d'autres pas. Certains faisaient leurs 5 prières par jour, d'autres pas. Certains jeûnaient au moment du ramadan, d'autres pas. Donc on était vraiment dans un islam
plutôt individuelle, une pratique individuelle de la religion et non pas collective, sauf pour les grandes fêtes, voilà, quand il y avait un baptême, un mariage, une dation du nom. Là, on se réunit, un enterrement, on fait les prières collectives, etc. Il y a des visites à certains lieux qui sont saints, où il va y avoir en effet là un collectif. Mais on n'est pas du tout dans l'islam dont on parle ici, finalement. Ça n'a strictement rien à voir. Mais en effet, l'islam aujourd'hui, si je puis me permettre, il vient finalement combler un manque identitaire, un vide identitaire, pour des gens qui ont été rejetés de partout. Je vais vous raconter une anecdote. Des amis marocains, de l'Atlas marocain, berbérophones, la mère ne parle que le tamazirt, donc le berbère de l'Atlas, là d'où ils sont originaires. La jeune fille est scolarisée, même si elle entend parler arabe à la maison, le père et l'oncle, elle comprend surtout, et elle parle avec sa mère dans cette langue berbère, d'accord ? Elle est scolarisée ici en France, elle a un problème au lycée, et le père me dit « Christina, est-ce que tu ne veux pas venir avec moi au lycée ? Parce que Zaina, elle a eu des problèmes, et le proviseur qui nous convoque, etc. » Et je lui dis « Oui, mais alors dans ce cas, on y va avec Ijou, c'est-à-dire la mère de la jeune fille. » « Oui, mais elle ne comprend pas le français, et tout. » Et je dis « C'est pas grave, on lui traduira. » Donc on emmène Zaina au lycée. Et puis le proviseur dit « Oui, c'est scandaleux, vous vous êtes battu avec d'autres jeunes filles, et en plus vous avez dit nous on est des Arabes, on va vous dominer, etc. » Et donc je fais traduire ça à la mère, qui ouvre des yeux grands comme ça. Nous on est des Arabes, vous imaginez, la mère berbère. Et donc bon, la situation s'arrange. Et donc dehors, je lui dis « Mais Zéna, pourquoi tu as dit ça ?» Elle me dit « Mais Christina, tu imagines ? Est-ce que les Français ils peuvent comprendre nous, les Berbères, on va vous écraser ? Ils ne vont pas comprendre ça. Donc, je dis les Arabes, parce que ça, ils comprennent. Donc, ça montre bien, finalement, l'assignation extérieure de cette identité arabo-musulmane, si je puis dire, qui fait qu'on peut s'affirmer à travers cette identité, alors que l'identité originelle, si je puis dire, qui est en effet cette famille de l'Atlas marocain, berbérophone, etc., je ne peux pas l'affirmer parce qu'ici, on ne le comprend pas. Voyez ? Donc, cet islam, il vient finalement servir d'identité et combler un vide. Non, je parlais de l'islam qu'on connaît, l'islam dur qu'on connaît. Je pense que malgré la situation et la crise, les Touaregs, j'espère en tous les cas, ce sont des êtres qui se distinguent suffisamment pour que cet islam ne vienne pas finalement tant enflammer cette zone. C'est en tous les cas, moi, le souhait que j'émets. Est-ce que vous permettez, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste pour répondre à la dame. Enfin, peut-être mes confrères Touaregs ne seraient pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais à la base, historiquement, la Majar, donc le guerrier Touareg, il était très mal vu qu'il ait une pratique religieuse dite musulmane. C'était extrêmement mal vu parce que, oui, il y avait les Inselman, bien sûr, c'était les gens qui avaient pour statut et pour fonction d'exercer le fait religieux et qui contrôlaient notamment le fait religieux au sein du campement, etc. Je pense que vous le savez autant que moi. Mais il faut savoir déjà, je vais revenir à Awad parce que je pense qu'il a très bien expliqué dans un texte qu'il a appelé l'élite qu'on a essayé de rafistoler. Je trouve ce texte incroyable parce que ça illustrait un peu cette... pardon, excusez-moi. Ouais. Ça illustrait un peu cette quête, en fait, de sens, quand on a perdu le sens. Parce que on se retrouve dans une situation qu'on ne connaît pas. Enfin, historiquement, c'était une situation qui était tout à fait nouvelle. Et comme il le dit très bien Awad, il a dit on était prêt à même
s'allier avec le diable s'il le fallait, pour pouvoir essayer de... C'est pas vraiment par forme d'atavisme, mais c'est plus par ce que j'appellerais moi une injonction d'existence. Et il faut savoir aussi que l'islam qui était historiquement pratiqué chez les Touaregs est un islam de nature soufie. Chose qui va changer. Notamment après... ça va commencer à apparaître après les rébellions des années 90, notamment, où il va y avoir des anciens rebelles qui vont devenir des islamistes. Je pense à la figure du... Iyad j'ai oublié son nom de famille. Iyad Agrali. Iyad Agrali, c'est un ancien rebelle, hein, mais par la suite, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, il a embrassé l'islam d'ailleurs, d'où la question des Ansar-Din, etc., etc. Mais à la base, l'islam qui est pratiqué chez les Touaregs n'est pas celui qui est pratiqué chez les Berbères du Nord. Après, effectivement, il y a aussi le fait maintenant qu'il y a une très grande diaspora touareg dans les pays du Golfe, et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est extrêmement dangereuse. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. Parce que, comme vous l'avez dit très bien, vous avez des personnes qui sont qui vont, notamment les personnes qui vont s'exiler en Libye, etc., et qui vont passer la plus grande partie de leur vie en Libye, qui vont revenir, notamment avec la chute de Kadhafi. Ils vont se retrouver, les personnes qui partent en Arabie Saoudite ou aux Émirats ou autres, qui sont confrontés à un modèle qui est aux antipodes du modèle qui est pratiqué chez eux, ou ce qu'il en reste. J'insiste là-dessus, ou ce qu'il en reste. Donc, c'est juste pour répondre à la dame. L'islam qui est pratiqué chez les Touaregs historiquement, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Parfois même, on peut même parler pour moi, c'est parmi toutes les composantes berbères, c'est eux qui ont gardé on va dire, je ne sais pas s'il y a lieu de parler de substance, mais il y a certaines pratiques païennes et certaines conceptions, notamment cosmogoniques, qu'on retrouve pratiquement nulle part ailleurs, dans le pays berbère. Voilà, c'était juste pour répondre à la... Juste pour continuer dans ce que disait monsieur, en fait, l'islam des Touaregs était ce qu'il était, qu'il n'est plus. En fait, c'est dû au fait qu'ils ne connaissaient pas les textes. Le problème de l'islam en Afrique du Nord, c'est pas au Maghreb. En Afrique du Nord, c'est l'accès aux textes. Quand les gens ne connaissaient pas les textes, ils n'avaient que cette religion. Donc, il a pratiqué à peu près, mais il n'y avait pas justement cet aspect fanatique. Après, pour ce qui est des Touaregs, d'ailleurs, avant, je voudrais bien vous remercier, vous et le monsieur, pour tous les livres qu'il avait édités. Il avait parlé de beaucoup d'auteurs que je connaissais, mais que je n'ai pas complètement lus. Moi, à mon avis, la seule répression à laquelle étaient sujets les Touaregs, c'est le fait qu'ils soient justement des nomades. Donc la France n'a pas pu, quand bien même elle aurait voulu, elle n'a pas pu installer des écoles pour les faire justement, les faire admettre un petit peu dans l'enseignement. Et par contre, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que les Touaregs vous ont tant parlé que ça de la répression qu'ils ont subie par la France? Et est-ce que la répression qu'ils ont subie par la France, s'il y en avait une, est-ce qu'elle est comparable à la répression qu'ils ont subie après, ce qu'on appelle l'indépendance, que moi j'appelle pas l'indépendance? Est-ce qu'elle est comparable? Parce que je crois que la répression qu'ils ont subie après, c'est la pire. Et surtout, est-ce que ils ont gardé aussi de ce qui était avant l'islamisation ou durant les conquêtes musulmanes? Est-ce qu'ils ont gardé, comme les griots africains, est-ce qu'ils ont gardé une partie de cette histoire?
D'ailleurs, Awad, que vous avez cité, il m'avait parlé d'un génocide que les Ottomans avaient commis en Libye. Et tout ce que disait Awad, c'est des choses qu'il a recueillies par voie orale. Donc c'est surtout par rapport à cette colonisation, la colonisation entre guillemets française et la colonisation d'après, la colonisation d'avant. Est-ce que les Touaregs ont une transmission de l'histoire? Alors, je vais répondre rapidement et ensuite nous avons la chance d'avoir un descendant Touareg parmi nous. Je pense qu'il est témoin de ce que c'est que, on appelle ça en psychologie le transgénérationnel et comment finalement les traumatismes se transmettent de génération en génération tant qu'ils ne sont pas soignés. En tous les cas, la répression qu'ont subi les Touaregs au moment de la colonisation, elle a quand même duré du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, dans les années 1960, au moment de la création des États africains. Donc ça fait quand même beaucoup de temps. C'est à ce moment-là, en effet, que les Touaregs ont été spoliés de leur territoire, contrôlés, divisés déjà, puisque le seul moyen que les Français ont trouvé pour dominer les Touaregs, qui les ont beaucoup embêtés, parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux moyens de coloniser l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, donc en passant en effet par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et en passant par ce qu'ils appelaient le Soudan français, c'est-à-dire l'actuel Sénégal, l'actuel Mali, etc. Et au milieu, il y avait qui? Il y avait ces nomades, et ils n'arrivaient pas à passer. Et en plus, les nomades ont détruit plusieurs missions, comme la mission Flatters à la fin du XIXe siècle, etc. Et donc, ils sont posés complètement à ce que finalement, il y a cette transsaharienne qui a été créée par la suite, ce passage qui permettait du coup l'exploitation des régions. Et de ce fait, ils ont été une vraie épine dans le pied de la colonisation. Et donc, ça crée une répression terrible, parce qu'à partir du moment où vous avez un peuple qui s'oppose à la colonisation et qui vous empêche de coloniser comme il se doit, ça commence à devenir très embêtant. Et donc, le moyen que les Français ont trouvé, c'est de diviser les Touaregs entre eux. Donc, au bout d'un moment, ils ont réussi à trouver des alliés, et notamment dans la Dar, justement, en Agar, dans la Dar, ils ont trouvé des alliés qui ont manigancé avec eux, qui ont permis la division du peuple Touareg et qui ont permis, du coup, d'attraper les plus grands rebelles Touareg, qui est Kawasen et puis Firoun, en 1917 seulement. Vous imaginez combien de temps ils ont perdu, ces Français. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait serrer les boulons et faire en sorte que ces Touaregs soient bâillonnés. Donc, il y avait l'école partout, mais on ne scolarisait pas correctement les Touaregs parce qu'on les considérait qu'ils étaient de puissants guerriers, des gens extrêmement intelligents, et qu'il fallait à tout prix les empêcher de prendre le pouvoir. Et donc, dès qu'il y avait des jeunes Touaregs qui étaient poussés à être scolarisés, notamment par des chefs de tribus qui avaient compris qu'il fallait absolument être scolarisés pour apprendre finalement comment les Touaregs fonctionnaient et pouvoir reprendre le pouvoir, eh bien on leur mettait des bâtons dans les roues. Il y a un témoignage dont je parle là dans le livre justement magnifique d'Ali Agataer Insar, qui a fait tout le tour du pays Touareg, qui a été jusqu'en Égypte, etc., pour essayer de trouver des moyens de scolariser les enfants Touaregs et qui fassent des études supérieures pour pouvoir enfin, prendre le pouvoir. Et de quelle manière les Français, dès qu'il y avait ça, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai des témoignages d'amis Touaregs de ma génération et plus tard qui ont été empêchés d'avoir des bourses pour étudier, pour venir en France, et qui ont même été étudiés du coup au Canada ou des pays comme ça, parce qu'en France, on ne leur donne pas des bourses. C'est un Touareg, attention.
Attention, il peut devenir chef d'une rébellion là-bas, etc. Et on est aujourd'hui en 2023. Et donc, vous voyez comment, finalement, non seulement le traumatisme se transmet, et j'ai entendu ce traumatisme des centaines de fois, où on m'a dit, moi j'avais mon grand-père, moi j'avais mon père, j'ai eu un oncle, etc. Voilà ce qu'ils ont fait. Des femmes qui ont été violées par les colons français et qui ont eu du coup des enfants métis. Ces enfants métis qui, lorsque j'étais, me demandaient de poster des lettres en France pour retrouver leur père et ne pas être considérés comme des bâtards. Excusez-moi d'expression, mais c'est comme ça que ça s'appelle, des enfants illégitimes, finalement. Donc ce traumatisme, il dure jusqu'à aujourd'hui. Vous avez raison de dire que la répression postcoloniale, si je puis dire, elle a été aussi extrêmement violente. Mais elle a été d'autant plus violente qu'on avait affaire à une société qui était déjà complètement déstructurée et complètement blessée par la colonisation. Et le racisme aussi. Oui. En tous les cas, merci d'être là, merci pour vos questions. Je pense que même si c'est une période qui peut paraître 20 ans en arrière, etc., je pense que la période qui est décrite ici dans le livre, elle est totalement contemporaine. Elle permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui d'une part. Elle vous donne aussi des pistes de réflexion sur des choses qui, paraît-il, sont issues de la modernité. La fluidité des rôles féminins et masculins, la fluidité de genre, la radicalisation des jeunes ou l'éducation positive. En fait, ce dont témoigne ce livre à travers les Touaregs, c'est d'universaux. Donc la transmission des traumatismes et des blessures, ce que ça fait à une population, ce que ça fait à des jeunesses, ce que ça fait finalement à des enfants, et comment finalement une société essaye de s'en sortir au milieu de ces différentes crises politiques, économiques, etc. Donc voilà, je vous remercie en tous les cas d'être là, et puis maintenant je vous invite à boire un verre.